Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Est-ce qu'on assiste à un basculement du monde? Le sommet des méchants. Le président chinois qui a invité Poutine et le Nord-Coréen négocier. Tous nos plans pour conquérir le monde ont échoué. On a l'impression que c'est un message direct aussi pour l'Occident, oui ou non? Je veux qu'on brainstorm. Je veux des propales béton. Tout cramer, reprendre à zéro. Pas terrible comme idée, ça, non? Ça risque d'être compliqué quand même niveau budget. Donc, pour le moment, on crame pas. Excellente idée, Jean-Marc. C'est moderne, c'est 2.0, c'est impactant, j'aime bien. Ouais, super idée, Jean-Marc. Même si je trouve que ça manque un peu de sang. Mais... L'idée de Jean-Marc est validée. Ça part en pour lundi matin. D'ici là, bon week-end. Allez, bisous. Nous sommes en guerre. La guerre, la guerre. Alors vous savez, on a beaucoup parlé de Trump, vous avez vu, dès qu'il est 48 heures, il n'a pas parlé, les gens se disent, ça y est, il est malade, il est mort, il est dans le coma, etc. Mais là, on était obligé de s'occuper d'autres personnes. D'autres personnes, pourquoi? Parce qu'ils représentent à eux trois près de la moitié de la population mondiale. Et oui, ce qui s'est passé hier et avant-hier, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire de la Chine, sur le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, 45-2025. Et il y avait qui? Quel casting d'enfer! Il y avait Xi Jinping, bien sûr, l'autre, celui qui recevait, Vladimir Poutine de Russie, Narendra Modi de l'Inde, et puis Kim Jong-un de Corée du Nord, et oui, lui aussi, réuni pour la première fois, parce que Kim Jong-un, il sort jamais, pratiquement jamais, et là, il est sorti. Et il était là, ils sont venus, ils sont tous là, et ils représentent quoi? Ils représentent effectivement, je l'ai dit, près de la moitié de la population mondiale, en tout cas, plus d'un tiers. Pourquoi? Eh bien, il s'est passé quelque chose, et il est très important, parce que ça nous impacte, encore une fois, je le dis, je le redis toujours, ça nous impacte complètement, et c'est, je vais vous dire, et je crois que vous le savez très bien, c'est plus important encore de savoir qui va succéder ou non à François Bayrou. Je vous assure que c'est plus important. Gardons un peu le sens de hiérarchie, et avant d'écouter les bruits de dissolution. Alors, nous allons en parler. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les conséquences? Et on va en parler avec deux personnes que nous sommes très heureux d'accueillir. Le premier, c'est Tom Benoît, qui est directeur de la rédaction Géostratégie Magazine. Tom Benoît, on va parler d'économie avec vous. Salut Tom, bonjour. Et puis, on va recevoir Alexandre Delval, géopolitologue, auteur de Vers un choc global. Attention, ça va commencer. Préparez-vous, le théâtre des opérations est prêt. À tout de suite. Dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Nous allons commencer effectivement avec ce choc, ce sommet russo-sino-indien et avec tous les autres. Quelles conséquences pour le monde? Quelles conséquences pour nous? On va donc en parler avec Tom Benoît et avec Alexandre Delval, nos amis. Et puis, en seconde partie, vous allez vraiment avoir un document exceptionnel. C'est Adieu Souleymane de Bruno Guillot. C'est un jeune Français qui s'est converti à l'islam et qui s'est converti à l'islam, attention, à l'islam salafiste, assez dur, assez fort. Il a été en Arabie Saoudite, il est devenu un imam. Il s'est converti, il est devenu un imam, et 16 ans plus tard, il est revenu sur un certain nombre de ses positions. Il a écrit un livre tout à fait passionnant, Adieu Souleymane. On va en parler avec lui et on va le recevoir avec Céline Alonso. Donc 13-14 heures, Adieu Souleymane. Mais tout de suite, c'est Poutine, Xi Jinping et Narendra Modi. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors, 3 hommes réunis pour la célébration de la victoire sur les menées hégémoniques du Japon, 80 ans, on a vu le défilé, vous l'avez sûrement tous vu sur vos télévisions, sur vos écrans, etc. Toujours évidemment la Chine, avec cet apparat, pas par hasard qu'on a 1,5 milliard d'habitants, donc Xi qui parle de paix et de développement, Poutine qui s'est entretenu notamment avec Kim Jong-un, voilà, on a participé tous ensemble avec lutte contre le nazisme, le fascisme, le militarisme, dit Poutine. Et puis, voilà, il se passe tout cela. Donald Trump a réagi. Bon, comme d'habitude, Donald Trump, lui, les Américains. Il a souhaité à Xi Jinping une merveilleuse, excellente journée de célébration. Et il a ajouté
quand même toujours, il faut glisser la petite chose, la petite frappe. Veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong-un pendant que vous conspirez contre les États-Unis d'Amérique. Et on sait pas très amical tout ça, mais voilà, ça fait partie du jeu, donc ça prépare les futures réunions avec Poutine en Alaska et ailleurs. Mais pour le moment, qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qui s'est fait ? On va en parler. Alors, avec Tom Benoît, on va parler des conséquences économiques et avec Alexandre Delval, des conséquences géopolitiques. Que signifie, vous savez, on a suffisamment parlé des BRICS, que signifie justement et quelle pierre est ajoutée à ce front de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Tom Benoît, bonjour. Bonjour André Berkoff. Alors, que signifie premièrement, on ne le sait pas et on ne nous le dira pas, j'ai envie de vous dire, puisque la vocation de l'esprit de Shanghai, de l'organisation de Shanghai justement, c'est tout à fait complotiste, entre guillemets, Trump le souligne, c'est de se liguer contre l'Occident et de pouvoir planifier les choses, les organiser. Donc on sait que Poutine, par exemple, a émis l'idée d'émettre des bons mutualisés, donc d'émettre de la dette commune aux pays de l'organisation. Donc il y aurait la Chine, il y aurait la Russie évidemment. Il peut avoir l'Inde aussi pour ça, ouais, à votre avis aussi, l'Iran, tous les pays membres fondateurs, puisqu'il y a les membres historiques, donc il y a les 10 pays, tous les pays en Turkménistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, la Russie évidemment, les deux moteurs que sont la Russie et la Chine et l'Inde après qui est le moteur, et puis des pays comme la Biélorussie, au plus proche de nous. Bien sûr. Puis après il y a tous ceux qui sont, compagnons, entre guillemets, qui sont des pays observateurs. Mais alors, Tom, qu'est-ce qu'ils veulent faire, eux ? Alors, l'idée, l'objectif, c'est quoi ? Même s'il est secret, on le sait, enfin. Non, alors, les idées précises, on va démarrer par ce qui a été émis comme idée, donc c'est de créer une banque de développement, c'est-à-dire d'avoir une banque de développement qui puisse structurer les choses. Je vois que vous avez un t-shirt, faut qu'on s'organise, pour eux, il faut qu'ils s'organisent, ils se disent, il faut qu'on soit en capacité de structurer des émissions de dette, qu'on soit pas dépendant de la Banque mondiale, qu'on soit pas dépendant du Fonds monétaire international, des agences de notation, de toutes ces institutions, il faut qu'on s'organise. Chine a émis l'idée d'émettre des bons communs. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça veut dire qu'ils veulent émettre des bons, donc des titres sur les marchés, qui soient adossés en quelque sorte à la puissance de l'économie chinoise, on l'imagine allègrement, et à la puissance énergétique et des projets également énergétiques russes, que ce soit en Sibérie ou ailleurs. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que vous avez donc des pays qui sont très proches de nous, et un en particulier, c'est la Slovaquie, qui est un pays membre de l'Union européenne, qui utilise l'euro. Et de l'OTAN aussi, la Slovaquie, et membre de l'OTAN également. Mais l'OTAN, à l'arrière, c'est un peu moins original parce que vous avez la Turquie aussi, vous avez d'autres membres de l'OTAN ou qui sont là, on va dire en proximité et qui sont invités. Mais la Slovaquie, c'est quand même particulier. C'est un pays qui utilise l'euro, qui est dans l'Union européenne et qui utilise l'euro et auquel par l'intermédiaire de Robert Fico, Premier ministre, Vladimir Poutine dit très directement, alors ça c'est ce que j'apprends en off, à Fico, il faut qu'on augmente les transactions dans nos monnaies locales. Donc nos monnaies locales, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le rouble. Parce que de l'autre côté, c'est l'euro pour la Slovaquie. Or, je doute fortement que l'Union européenne laisse la Slovaquie traiter en rouble ou même qu'elle laisse la Slovaquie acheter des bons qui seraient émis par l'OCS. Si l'OCS émet des bons sur les marchés, ce qu'ils vont faire au départ, c'est qu'ils vont émettre forcément des petits volumes. Ils vont émettre une 50aine de milliards, donc ce qui est, pour donner une proportion à vos auditeurs, nous on s'endette à hauteur de 300 milliards par an, la France seulement. Que la France. Pas de l'Union européenne. 300 milliards par an, que la France, Alors, même pour vous donner un ordre, les investissements qui sont annoncés lors de ce sommet par Xi Jinping, c'est 1,4 milliard. Déjà. C'est pas... 1,4 milliard, c'est pas hallucinant. Que nous avons investi pour nettoyer la Seine ces derniers temps. Donc, pour vous donner une indication, c'est pas faramineux non plus. Donc les motivations qui sont, je laisserai la partie plus géopolitique à Alexandre Delval évidemment, mais je veux dire les motivations selon moi sont comment est-ce qu'on peut faire pour structurer les choses sur le plan économique ? Il y a des investissements qui sont annoncés par la Chine, au Balochistan, pour un aéroport, évidemment. Il y a des investissements au Pakistan également qui sont annoncés, qui sont prévisibles. Après, vous avez tous les autres pays, Émirats Arabes Unis, qui ont été invités, qui sont membres, donc, observateurs, comme l'Égypte également, l'Arabie Saoudite, et qui, eux, disent très concrètement, en réalité, qu'est-ce qu'on peut faire comme business avec vous ? Dites-nous de
quoi est-ce que vous avez besoin? Est-ce qu'on va par l'intermédiaire, par exemple, du PIF, le fonds d'investissement, ou par des fonds souverains, Est-ce que vous avez besoin qu'on vous achète des bons? On en parle. Et puis vous avez aussi toute la partie plus géopolitique qui est très interne. Et là, ce sont les pays qui parlent de terrorisme, justement de lutte contre le terrorisme. Bien sûr. Et le terrorisme, je vais vous dire très précisément lequel il est de leur point de vue, c'est le terrorisme, c'est l'entrisme occidental qui pourrait, attention, à juste titre par ailleurs, vouloir, et c'est une ambition assumée de Donald Trump, contrecarrer ses plans de l'OCS. C'est la guerre froide, enfin la guerre tiède maintenant, elle est même plus froide, elle est tiède. Mais c'est une guerre même très chaude, économique. Mais Tom Benoît, deux questions là-dessus. D'abord, il a été très longuement question, mais bien avant ce sommet, de la création, évidemment, ça se fait pas en 3 jours, ni en 3 semaines, ni peut-être en 3 ans, mais d'une monnaie qui contrecarrerait la puissance du dollar. Est-ce que ça avance ou pas du tout? C'est encore un vœu pieux. Je vais essayer d'être court et à la fois explicite. Il n'y aura pas de monnaie, si vous voulez. C'est pas une monnaie qu'ils vont créer. J'en ai parlé il y a plusieurs mois et on va dire que l'actualité très chaude conforte un petit peu mon idée. C'est une chambre de compensation. D'accord. C'est une chambre qui va permettre, on va dire, d'équilibrer les échanges entre les différentes monnaies locales. D'accord. Donc vous avez de la roupie indienne, vous avez des monnaies qui sont pas facilement convertibles, le rouble, la roupie indienne. De l'autre côté, vous avez des monnaies qui représentent pour le yuan chinois, mais qui sont pas facilement convertibles non plus. 2% aujourd'hui, quand même, des échanges internationaux. Donc, c'est pas beaucoup encore, mais par contre qui représente beaucoup pour les pays qui échangent à l'intérieur du même groupe. Donc c'est-à-dire entre le Qatar par exemple et la Chine, il y a des accords qui ont été pris pour pouvoir convertir plus facilement le yuan. Entre l'Arabie Saoudite et la Chine également, il y a des accords. Donc l'idée c'est de créer une grande chambre de compensation, si vous voulez, dans laquelle on dit vous avez un panier de devises locales, ce sont nos devises. Vous avez des titres qui sont émis et qui sont accolés, par exemple, à de gros projets, de grosses infrastructures qui vont être situées en Russie, puisqu'il y en a beaucoup, sur de l'énergétique, donc sur du très solide. Et vous avez un peu d'or aussi. Vous faites une forme d'index sur l'or. Et à partir de là, on vous garantit finalement que toutes ces monnaies valent quelque chose parce qu'elles peuvent être compensées. Voilà. Mais est-ce qu'elles... Alors Tom Benoît, juste parce qu'on va parler ensuite géopolitique, mais 2 choses très importantes. Est-ce qu'en fait, elles valent quelque chose, ces monnaies? Est-ce qu'aujourd'hui, alors on parle... Pour vous répondre précisément, elles vaudront davantage à partir justement du moment où tous ces pays attestent qu'elles valent quelque chose pour eux dans des échanges bilatéraux. Ce qui va compter, c'est les échanges bilatéraux. C'est que si la Russie dit effectivement, pour nous, la roupie indienne vaut quelque chose et que la Chine dit pour nous également la roupie et le yuan et vice-versa, toutes ces monnaies, la proportion, je crois que ça va être 60%. À ce moment-là. 60% d'un panier de devises et puis le reste, un index sur les matières énergétiques et sur l'or. Un dernier point assez important, pour que vous compreniez, ce qui est le plus compliqué pour le moment pour ces pays, ce qui leur pose problème, c'est de matérialiser sur les marchés financiers la valeur de la richesse énergétique. Ils ont des monnaies, ils ont de l'or, mais la valeur de la richesse et des infrastructures énergétiques, pour le moment, ils ont beaucoup de mal à la matérialiser, à la traduire. Et le meilleur moyen, le moyen le plus efficient, le plus accessible pour eux, c'est d'émettre des bons, donc de la dette par rapport à des projets, à des infrastructures. Alors justement, vous m'amenez à la dernière question, mais enfin on va en parler, vous restez évidemment avec nous, Tom Benoît, c'est que quand même, il y a eu la Russie, la Chine et Mongolie a signé un protocole clé pour le gazoduc, le fameux Power of Siberia 2, visant à acheminer 50 milliards de mètres cubes de gaz par an d'ici 2030 via la Mongolie. Alors je rappelle, ce projet porté par Gazprom et CNPC reliera les gisements de Sibérie occidentale à la Chine, renforçant l'axe énergétique eurasiatique. Par ailleurs, les 2 géants énergétiques augmentent les livraisons via Power of Siberia 1 et Siberia 2 de 38,44 milliards de mètres cubes par an. Et alors que l'Union européenne dépend de plus en plus du gaz liquéfié américain coûteux, est-ce qu'il n'y a pas eu un pivotage? Et la Russie dit à l'Europe, et vous n'avez pas voulu l'autre, vous avez fait l'embargo, nous on va en Chine. Bon, mais c'est pour ça que la Slovaquie, qui dépend énormément de la Russie, justement encore plus que d'autres pays européens sur le plan énergétique, maintient des rapports particulièrement chauds avec la Russie. Le sujet énergétique, il est prépondérant, quoi qu'il en soit, il est primordial. Alors après, là, il va y avoir, ça c'est encore un autre débat, ce serait trop long à traiter, parce que premièrement, je pense que les engagements de l'Union européenne, comme un seul homme, en quelque sorte, d'acquisition de gaz et d'énergie américaine, ne pourront pas être tenus. C'est pas possible. On va pas en parler aujourd'hui, mais ils pourront pas être tenus.
parce que c'est trop, parce que voilà, c'est pas, c'est pas envisageable. Mais évidemment qu'il va y avoir des motivations de la part de tous ces pays-là d'échanges bilatéraux, bien sûr. C'est délirant. Non, mais ce qui est délirant, c'est qu'on voit vraiment le basculement de ce point de vue avec ce power sibérien. Colossal, par Total également, dans des projets qui étaient en Sibérie absolument phénoménaux, qui étaient prodigieux, très avant-gardistes. Et qu'on a laissé tomber. Nous avons abandonné 30% de nos parts par l'intermédiaire de Total. En race campagne. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Bonjour Alexandre, toujours ravi de vous retrouver. Alors justement, on va parler géopolitique. Alors pour vous, ce sommet qui fait suite à beaucoup d'autres rencontres bien sûr, qu'est-ce que ça change et est-ce que ça change quelque chose sur le plan des alliances, sur le plan de montée en puissance de la Corée du Nord, sur le plan de la sécurité régionale? Dites-nous votre ressenti. Alors, tout d'abord, je pense que on a parfois dans les médias français et même les politiques français tendance à trop réagir à chaud. Moi, je pense qu'en ce moment, on est en pleine négo. Ça, c'est très important de garder ça à l'esprit. Les pays comme l'Inde sont très, très liés aux structures de défense. Donc là, on est dans du lourd. Et dans la stratégie occidentale, l'Inde a comme ennemi stratégique la Chine, même si la Chine est son partenaire économique. Il faut comprendre que dans le nouveau monde multipolaire, un pays peut être ennemi stratégiquement avec un voisin, mais partenaire avec lui en même temps, un peu comme nous pendant la guerre froide, on importait du gaz russe et on était en guerre froide totale avec la Russie. Les choses ne sont pas manichéennes. Deuxième chose que je voulais dire, donc on est dans une négociation. Les Indiens sont obligés de faire un bras de fer avec les États-Unis et c'est pour ça que c'est Modi qui a posté ces photos où il était quand même un peu en troisième place. On voyait que Poutine et Xi se regardaient. Lui, il était un petit peu presque un intrus, mais il voulait absolument, un peu comme celui qui s'infiltre dans un groupe, mais il voulait montrer aux Américains, le message est très clair, je ne suis pas votre ennemi, je suis votre allié. Je suis complètement allié avec l'Amérique, avec l'AUKUS, le Quad. Sauf qu'il n'a pas aimé l'histoire des tarifs, j'imagine. C'est ça, il est en pleine... Il faut comprendre qu'il n'y a aucune conclusion à en tirer, en tout cas pour l'Inde. L'Inde est uniquement en train de résister au fait que Trump a une caractéristique. Il punit plus ses amis que ses ennemis. Et donc l'Inde, comme l'Union européenne, était vouée à être littéralement mis à l'amende par les États-Unis. Donc il est dans un rapport de force pour rappeler, je suis votre ami, mais attendez, si vous êtes trop pénible avec moi et si vous voulez me racketter littéralement, ben je vais me rapprocher de vos ennemis. Je ne suis pas encore votre ennemi. Et il faudrait beaucoup pour que je le sois. Donc il faut rester très prudent, ne tirons aucune conclusion pour l'Inde. L'Inde est en train d'essayer de faire sauter la menace tarifaire. Deuxième chose que je voulais dire qui est très importante, l'OCS, c'est un immense gâchis pour nous. Il faut savoir que quand l'OCS a été créé, 3 ans après que la Russie et la Chine aient un petit peu mis de côté leur contentieux, enfin même réglé leur contentieux territorial, l'OCS a été créé contre le terrorisme d'Al-Qaïda et contre l'organisation, le mouvement islamique de l'Ouzbékistan. Dans la vallée de la Fergana, il y avait un immense terrorisme sunnite, takfiriste, wahhabite, que combattaient les Russes et tous les pays qui ont un islam très tolérant, ce qu'on appelle le jadidisme, cet islam soviétique mélangé entre le soufisme et le néo-islam soviétique. Ça a donné un islam très hostile à l'islamisme radical et c'est pour ça que l'Iran est rentré dans l'OCS, parce que l'islamisme iranien et chiite, il est totalement compatible avec la stratégie russe. Ils ont un ennemi commun, tous ces pays, c'est l'islamisme radical. Ça, c'était au début. Mais ça, c'est en 2001. L'OCS, c'était 2001, c'est ça, il faut le rappeler. 2001, l'OCS, c'est pas du tout nouveau. Et alors, quant au BRICS, c'était carrément un fantasme d'un analyste indien de Goldman Sachs qui avait dit, il avait fait un anagramme. Si vous voulez, un anagramme est devenu une réalité, ça qui est rigolo, alors que c'était un fantasme d'un analyste de Goldman Sachs, les BRICS. Et l'OCS était créé contre le terrorisme et contre le séparatisme. C'est sur le site de l'OCS depuis 20 ans. Alors Alexandre, je dis juste un tout petit truc. Là où il y a un immense gâchis, c'est que l'OCS, au départ, voulait coopérer avec les Américains contre les talibans, contre Al-Qaïda, contre l'islamisme sunnite. Et ce sont les Américains qui, à l'époque, à partir des années 2000, déjà, Poutine proposait très souvent d'aider les Américains à gérer cette zone. Il voulait même rentrer dans l'OTAN à un moment donné, Poutine. Il faut le rappeler. Absolument, mais surtout l'Amérique n'a jamais voulu répondre à la proposition russe de combattre le même ennemi islamiste commun. Et donc cette organisation qui aurait pu totalement être en compatibilité avec
avec un Occident qui aurait renoncé à son hubris expansionniste, universaliste, cet Occident a préféré faire de ces pays des ennemis. Et Trump fait une erreur énorme. Il ne hiérarchise pas l'ennemi, il tape sur tout le monde et du coup, il est en train de rapprocher des gens qui n'étaient pas forcément toujours si proches. Mais voilà, l'OCS a énormément changé. On est passé d'une lutte contre l'islamisme et le séparatisme sunnite qui était commun à ceux que combattaient les États-Unis. Aujourd'hui, une alliance qui a même le Pakistan depuis 2019 et l'Iran depuis 2021. Cette alliance a totalement changé. Elle a inclus le Pakistan qui est la matrice d'Al-Qaïda. Oui, mais juste une question, Alexandre Delval. On va prendre une pause et on va continuer avec vous et avec Tom Benoît. Oui. Mais est-ce que, alors, ok, vous avez dit pour l'Inde, c'est la situation de l'Inde. Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, alors ça a été effectivement de la faute en partie de l'Occident, vous l'avez dit, mais quid du rapprochement, enfin plus que le rapprochement, de l'alliance, en tout cas ça a l'air, en tout cas tout se passe comme si, encore on l'a vu au sommet de Pékin, et tout se passe comme si Russie et Chine ont l'air maintenant d'être vraiment main dans la main et plus que ça. C'était pas nouveau. En fait, c'est pas nouveau puisque déjà en 2021, à la veille de l'éclatement de la seconde phase de la guerre russo-ukrainienne, parce qu'elle a commencé en 2014, déjà il y avait eu des déclarations extrêmement claires et des réunions entre Chinois et Russes qui eux-mêmes mettaient au même niveau Taïwan et l'Ukraine et qui envoyaient des véritables ultimatums à l'Occident. Donc c'est absolument pas nouveau. L'alliance sans limite, l'amitié sans limite, tout cela n'est pas nouveau. C'est pour ça que je pense que les médias sont trop à chaud. Tout cela, on est quand même dans la longue durée, au moins depuis une quinzaine d'années, on a cette tendance, mais comme on est encore une fois en négociation, parce qu'il y a un deuxième niveau de négociation, là j'ai parlé entre amis, indiens et américains, il y a un deuxième niveau de négociation, c'est le futur Yalta, parce qu'il n'a pas eu lieu à Anchorage. Anchorage, c'est une reprise de contact pour voir si on peut peut-être faire un nouveau Yalta, mais on n'y est pas encore, parce que pour l'instant, les Occidentaux, et Trump étant quand même victime aussi du fait que comme il a voulu que les Européens augmentent leur budget de défense, maintenant il est quand même un petit peu plus obligé de tenir compte d'eux, parce que quand il ne tenait pas compte d'eux, c'était pour les obliger à augmenter le budget de l'OTAN. Donc si vous voulez, l'Occident n'a pas encore accepté l'idée d'un partage du monde avec des zones tampons, parce que comme dit très bien Jeffrey Sachs, pour conclure, Jeffrey Sachs le dit depuis 20 ans, il a été conseiller à la fois des présidents ukrainiens et russes, le problème des empires, c'est quand ils sont en contact direct. Un empire, même s'il n'est pas l'ennemi de l'autre, quand il est en contact direct avec un autre empire, quand il n'y a pas de zone intermédiaire, de zone tampon, eh bien c'est comme dans les arts martiaux, vous êtes trop proche de la zone de l'autre, sécurité, en danger, et là il y a choc. Et comme l'Europe a raté sa vocation de zone tampon, ce qu'elle aurait dû être, voilà, c'est QFD. On se retrouve juste, Tom Benoît, Alexandre Delval, après cette petite pause, pour voir ce qui va se passer, effectivement, ce qui peut se passer pour nous, Européens en général, et Français en particulier. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Alors, ce qui s'est passé effectivement à Pékin entre Narendra Modi, Vladimir Poutine, Xi Jinping et l'inénérable et quand même le puissant Kim Jong-un, qu'est-ce que ça va donner pour nous là? Très rapidement, je voudrais que Tom Benoît. Alors nous, vous savez que François Bayrou cherche désespérément 40 milliards. On va pas reparler de la dette, on va pas reparler de l'éventuelle note Fichte et des agences de notation. Est-ce que très clairement et rapidement, Tom, est-ce qu'il y a un impact entre ce qui se passe en France, en particulier à l'Europe en général du point de vue de la dette, et ce qui se passe de l'autre côté à 20 000 kilomètres de là? Non, pas vraiment. La seule comparaison qu'on peut faire par rapport à la dette, finalement, c'est que si on compare les dettes de l'OCS, donc des pays cumulés de l'OCS, et les dettes publiques de l'Union européenne, on n'est pas très loin en réalité. On doit être, je pense que eux-mêmes ont un peu plus de dettes que les pays de l'Union européenne, si elle est cumulée, donc avec la dette chinoise, à la différence que nous, notre dette est négociable sur les marchés internationaux, c'est-à-dire qu'on est encore les patrons de la dette, on émet de la dette de partout, qui est achetée de partout et qui circule beaucoup. Et qu'eux ont des dettes qui sont plus locales justement et qui s'échangent de façon bien souvent beaucoup plus ciblée par rapport à des projets ou par rapport à des échanges bilatéraux. Donc ça, c'est la différence sur le plan de la dette. Après, je crois pas que ce soit des
des pays où qu'il y ait des discussions, là, proprement parler, sur la situation économique des pays européens. C'est pas vraiment ce qui les préoccupe. C'est pas leur problème, oui. Je pense que ce qui les préoccupe beaucoup, comme je le disais, du point de vue de l'Europe ou de l'Occident plus largement, c'est le potentiel entrisme de l'Occident qui pourrait se réjouir des troubles publics, même en Russie, parce que lorsque vous avez 140, 150 millions de personnes, ben vous avez quand même une possibilité de favoriser parfois des manifestations. Mais ça n'apparaît pas pour le moment, Tom Benoît. Ça apparaît. Ça apparaît parce que vous voyez quand même des pays qui parlent beaucoup dans l'OCS d'ordre mondial. Ce que dit Xi Jinping, c'est il faut qu'il y ait un ordre mondial qui soit éloigné de la guerre et donc plutôt du côté de la paix duquel il se range. Et qui ne soient pas uniquement américains, mais sont des pays. Vous savez, il faut quand même comprendre aujourd'hui que quels que soient les pays, et c'est bien normal, c'est le principe même de l'État, hein, le principe de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent, le principe de l'État, c'est de contrôler une population, c'est d'avoir la possibilité de diriger en quelque sorte, mais pas dans le sens de la dictature, mais de contrôler une population. Et jusqu'à présent, ces pays-là ne le faisaient pas, ils ne contrôlaient pas les populations, puisque c'est l'Occident qui s'en chargeait lorsqu'il y avait des troubles, donc quand tout se passait bien, il n'y avait pas de problème, lorsqu'il y avait des troubles, l'Occident arrivait, et les Américains étaient le gendarme du monde en disant non là ça va pas, on fait ça, on fait. Et là ils sont c'est plus le cas là. C'est plus le cas. Voilà, c'est plus le cas. Donc ils veulent créer cette architecture aussi qui permette pour eux d'avoir la main, donc si sur les monnaies numériques par exemple en Chine, et d'avoir la main sur leur population pour pas qu'il y ait de soulèvement, de foule, pas qu'il y ait de problématiques, et pour éviter aussi qu'il puisse y avoir la possibilité par les Américains, parce que ce que vont faire les Américains, et c'est pour ça que je vous disais en préambule, vous ne connaîtrez pas leur plan, même en matière de levée de dette et d'émission de bons, ils le diront au dernier moment, parce que si aujourd'hui ils annonçaient, ils allaient dire on va émettre l'année prochaine entre 2026 et 2028, moi je l'estime à peu près, je vous dis peut-être 200 milliards aller sur les marchés de bons mutualisés. Ben, les États-Unis de Donald Trump évidemment, en concertation même avec l'UE, diraient quelles sanctions on va mettre en place ou quelles mesures on va mettre en place pour interdire par exemple à la Slovaquie qui pourrait acheter, je sais pas, 1 milliard ou 2 milliards sur les marchés. Oui, donc leur intérêt, c'est plutôt d'être silencieux sur leur plan. Oui, et les vaches seront bien gardées. Non, mais c'est très intéressant de voir justement les coulisses et de voir à quel niveau ça se passe, et ça se passe à tous les étages. Alexandre Delval, alors du point de vue de l'Europe, et on voit bien, on va pas revenir sur ce qui se passe en Ukraine en ce moment, et on voit bien effectivement comment tout cela avance. On voit bien qu'il va y avoir, vous l'avez dit déjà, le Yalta, il va peut-être avoir lieu, mais c'est pas aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a des conséquences pour nous, et lesquelles, du point de vue justement du rapport des forces avec ce qui se passe au niveau des BRICS et au niveau du Sud global? Eh bien, malheureusement, je crois que l'Europe n'est pas l'acteur. Les Européens, avec la coalition des volontaires, Starmer, Macron, etc., essaient de peser, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas peser. Ils sont, par exemple, prenons les conséquences de la guerre en Ukraine, elle a bénéficié à l'Inde, qui, dans le plus grand, la plus grande organisation de raffinerie mondiale, c'est gavé littéralement sur le... C'est elle qui nous vend du pétrole russe, il faut le dire, c'est ça, c'est elle qui nous vend du pétrole russe raffiné, quoi. Voilà, elle nous vend. J'étais à Londres récemment avec un trader de cette grande raffinerie indienne. Et il me disait qu'il y a toujours des solutions de toute façon pour dire qu'on va plus en acheter, mais on va en acheter quand même. C'est un autre exemple, beaucoup de pétrole russe raffiné, du diesel notamment, arrive à Rotterdam. Un autre trader que n'était même pas au courant, notamment par des ports. Alors il y a le Maroc qui en vend beaucoup, il y a la Tunisie, ça c'est pas connu, l'Égypte, mais aussi Oman. Maintenant Oman envoie plein de diesel. Alors, si vous voulez, les sanctions sont constamment contournées. Deuxième chose que peut-être vous savez, mais beaucoup de gens ne le savent pas, on a augmenté la part d'importation de gaz russe en 2024. Les Russes sont passés un moment devant les Norvégiens, après ils sont redevenus deuxième. Ils sont entre la première et la troisième position suivant les mois, alors que tout le monde nous dit qu'on n'achète plus de gaz russe. Oui, on dit qu'il y a un embargo total général, quoi. C'est ce qu'on dit. Absolument faux. D'ailleurs, il a jamais été interdit. La consommation de gaz russe n'a jamais été interdite. On a saboté des oléoducs. Certains les ont interdits. Zelensky a supprimé les derniers. Mais ce qu'on n'a pas interdit, c'est le gaz russe GNL, liquéfié. C'est ça, liquéfié. Qui coûte beaucoup plus cher. Pourquoi on l'a pas interdit? Parce que celui-là, il est élevé.
Et donc, le but des anglo-saxons, c'était de ruiner l'industrie européenne, donc faire en sorte qu'une guerre advienne pour que les Russes et les Européens ne se parlent plus et que, comme disaient très bien beaucoup de grands stratèges américains, le plus grand ennemi de l'Amérique, la plus grande menace pour l'Amérique, ce serait le capital, l'intelligence, la prospérité européenne et les énergies et la force russe. Ouais. Et donc ceci maintenant n'est plus possible puisqu'on n'a plus l'énergie russe bon marché. Par contre, ça ne gêne pas trop l'empire anglo-saxon qu'on importe du gaz russe cher, puisqu'il n'est pas trop concurrent du gaz de schiste américain qui a besoin d'un prix assez élevé pour être rentable. Donc on est vraiment les cocus ou les perdants ou les dindons de la farce de cette histoire. Les Indiens se gavent, les Turcs, ils sont le deuxième pays qui achète le plus de pétrole russe et qui le revendent en produits dérivés. Ne parlons pas du Maroc que j'ai cité, la Tunisie, il y a plein de pays qui se gavent pour... Les Américains sont les grands gagnants, ils sont même un petit peu les initiateurs. Les Anglais, toujours depuis 2 siècles, les Anglais ont toujours essayé de diviser les Russes et les Européens, tout en s'entendant très bien avec les Russes. Une petite histoire, j'étais à Londres récemment, et là où on dit, comme on dit en langage courant, on peut halluciner, c'est qu'aujourd'hui, Londres, qui est le pays le plus russophobe et le plus dur contre la Russie... et le plus va-t-en-guerre. Non. Eh bien, figurez-vous, les gens qui ont des capitaux russes se réfugient à Londres. C'est fou quand même. Ça, c'est pour me comprendre. Les gens qui ont des... Vous avez dit ? Les gens qui ont des capitaux russes, qu'ils soient russes ou qu'ils soient des non-russes enrichis en affaires avec les Russes, ils sont virés de toutes les banques dans toute l'Europe, mais ils arrivent à trouver des banques à Londres. Ça, c'est intéressant, parce que là, c'est la vraie géopolitique et la vraie économie. Et donc, nous sommes cocus battus et contents. C'est ça. Cocus, battus, contents, dindons de la farce. Alors, il y a les Européens, donc les Indiens se gavent, les Turcs se gavent, les Émirats, bien sûr, les Émirats, maintenant il y a plein de sociétés offshore russes aux Émirats, les pays d'Asie centrale de l'OCS fondateur, les pays en stand, alors il y a plein de délocalisations offshore, etc. Et donc, en fait, tout le monde y gagne, puisque pratiquement tout le monde multipolaire contourne les sanctions, et donc se fait des marges, parce que pour contourner les sanctions, ça arrive chez nous quand même de manière indirecte, avec tout simplement un prix plus élevé. Donc, on peut dire que les véritable perdant des sanctions, ce n'est pas l'économie russe qui a été relancée par les sanctions depuis 2014. Moi, ça m'a frappé quand j'étais à la Chambre de commerce franco-russe de Moscou. On m'a expliqué, des entrepreneurs français m'ont expliqué comment il y a des ajustements juridiques pour que tout arrive. En fait, c'est comme le guépard. Tout change pour que tout reste pareil. Tout arrive. Sauf que c'est plus cher pour nous, et sauf que on fait des ajustements juridiques. Donc si encore ces sanctions atteignaient leur but, on pourrait les comprendre à la limite. Mais là, on sait déjà. Voilà, donc c'est ça qui est fou. Oui, merci Alexandre. Tom Benoît, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, mais je crois que ça me paraît un point peut-être par rapport à ce que dit Alexandre. Oui, effectivement, Londres va être plus flexible parce que c'est une grosse place financière, naturellement. Alors après, il y a beaucoup de sanctions, malgré tout, britanniques qui ont refroidi bien des Russes jusqu'aux propriétaires de clubs comme Chelsea, par exemple. Oui, c'est vrai, mais sur le fond, c'est vrai que l'Europe est le dindon de la farce, quand même. Alors oui, mais je pense pas pour autant qu'il y ait beaucoup de Russes aujourd'hui ou de personnes dans des capitaux russes qui laissent des fortunes, en tout cas à Londres, peut-être pour des transits probablement, mais aujourd'hui ils vont plutôt se tourner vers des juridictions justement comme Bahreïn par exemple, qui sont pas observateurs mais partenaires de l'OCS d'ailleurs, ou Oman ou les Émirats Réunis, mais ils ont une très très grande méfiance à l'endroit à la fois des USA, des Britanniques. Ça c'est clair. En tout cas, merci à vous Alexandre Delval, merci à vous Tom Benoît. Vous voyez ce qui est intéressant quand ce que vous voyez à la télévision, ce que vous entendez à la radio sur les grandes déclarations et derrière en coulisses, eh bien voilà ce qui se passe et on vous donne les coulisses. À très vite. Pour réagir à cette émission, 0826 300 300, et puis pour réécouter surtout, rendez-vous sur nos plateformes Spotify, Deezer, YouTube, abonnez-vous, à tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff. Rima Hassan, vous vous souvenez ? Bien sûr. Rima Hassan, elle est tout le temps là. Comment on ne peut le pas On n'a pas parlé depuis la rentrée, mais elle a fait sa rentrée. Elle semble s'être légèrement détournée de la politique française ces derniers mois. Chacun ses priorités, faut dire. C'est du moins elle s'intéressait à la politique française. Il fut un temps, je crois. Oui. Et c'est du moins ce qui ressort de cet entretien accordé aux médias Thinkerview mardi sur un sujet en particulier. Écoutez. Alors écoutez, avant que vous écoutiez, moi je vais vous dire.
Moi, j'ai découvert, justement, cet entretien, j'ai découvert on était extrêmement injuste avec Rima Hassan, pour ceux qui ne l'aiment pas. Oh, elle s'occupe que de la Palestine, d'Israël, de tout ça. Pas du tout. C'est une spécialiste du nucléaire. Ben voilà. Et vous allez voir. Pour ou contre le fait que Macron ait fait fermer Fessenheim ? Forcément contre. Je veux dire, les conséquences que ça a sur le plan social. Fessenheim ? Réacteur nucléaire, tout ça. Oui, voilà, mais je veux dire, le détail du nombre de personnes concernées, je pourrais pas vous le dire. La production énergétique aussi. Oui, mais je veux dire, le nombre de personnes concernées dans les fermetures, j'ai pas le chiffre exact. Si vous l'avez, je le veux bien. Mais on est dans une dynamique qui date pas de Macron d'ailleurs, qui par ailleurs datait de Macron, mais quand il n'était pas président, puisqu'il travaillait déjà sur... Bercy ? Oui, quand il était à Bercy, il travaillait déjà sur certains dossiers. Alors là, écoutez, formidable. Alors voilà les connaissances. Elle est députée européenne, elle est européenne. Et voilà ce qu'elle dit de Fessenheim. Vous le faites bien. Et puis, oui, il y a eu des répercussions sociales. Et puis c'est Macron, et puis Fessenheim. Vous vous rappelez pas qui a décidé de la fermeture de Fessenheim ? Non, c'est intéressant quand même. Il serait pas mal quand même que ces gens qui nous représentent, qui ont été élus, en tout cas une députée européenne, alors je veux bien qu'ils aient un intérêt pour tel ou tel autre truc, qu'ils ne parlent que de ça. Mais quand même, il ne serait pas mauvais de s'intéresser peut-être à d'autres problèmes, comme justement le problème énergétique et le problème nucléaire. Et que quand on lui dit Fessenheim, elle dit la crise sociale. Non, mais je suis sûr que Rima Hassan fera des efforts pour se renseigner sur le réchauffement climatique et autres petits problèmes qui évidemment n'ont rien à voir avec Gaza. Mais bon, voilà, il faut avoir une certaine curiosité des choses, et un certain savoir. Ce serait pas mal. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Bon, André, j'avoue, j'ai eu du mal à trouver une information drôle aujourd'hui. Je sais pas si vous avez quelque chose, vous. Ah bah écoutez, je vais dire, c'est vous qui avez envoyé, Maud. Donc vous voyez que... Mais moi, je l'ai relevé et j'ai trouvé ça formidable. Vous savez que le 10 septembre, il y a le mouvement Bloquons tout. Ça se passe le 10 septembre prochain. Donc on va voir. Moi, juste un mot quand même par rapport à ça. Je suis absolument fasciné du fait que ce mouvement du 10 septembre est déjà non seulement récupéré, mais assigné à résidence pour tous les colleurs d'étiquettes. Ah oui, c'est l'extrême droite. Non, c'est la gauche. Non, LFI dit non, ça va être l'extrême gauche. Non, Révolution. Mais attendez, ça ne s'est pas passé, il n'y a rien, et ça y est, chacun maintenant fait sa petite annonce et fait son petit classement. Mais il y a certaines petites annonces et classements qui sont quand même tout à fait merveilleux. Par exemple, si vous tapez sur le site de TF1 en disant c'est quoi ce mouvement du 8 septembre, bloquons tous. Et voici ce qu'on peut lire sur le site de TF1. Vous pouvez vérifier sur le site internet TF1. Écoutez bien, ça vaut son pesant de réacteurs nucléaires. Né sur les réseaux sociaux, le mouvement Bloquons tout a une origine nébuleuse. Mystérieuse, complotiste et autres, on ne sait pas. Toutefois, selon les informations de TF1 LCI, ces appels à la mobilisation ont été très vite relayés et mis en avant par, je vous le demande, auditeurs, par des réseaux russes. En l'amplifiant, Moscou chercherait ainsi à déstabiliser la France. Et voilà! Et nous retrouvons le médicament le plus formidable qui est utilisé depuis 10 ans, en suppositoire, bien sûr. Ça s'appelle Célérus. Il se passe quelque chose un peu partout. C'est les Russes. La dette, c'est les Russes. La sécurité, c'est les Russes. Bayrou, c'est les Russes. Ce qui fait que le gouvernement n'arrive pas à équilibrer et à avoir une majorité, c'est les Russes, oui. Alors le médicament s'appelle CELERUS, c'est les Russes. Vous pouvez trouver dans toutes les bonnes pharmacies. Il n'y a aucun problème. Voilà, ça s'appelle c'est les Russes. Et donc voilà, aujourd'hui, le mouvement du 10 septembre est évidemment, il n'a pas eu lieu. C'est encore dans une semaine ou presque. Mais ça y est, c'est manipulé par Russes, et puis après ce sera par d'autres, etc. Voilà comment votre fille est muette, voilà comment
le narratif, avant même d'avoir lieu, avant même que le réel n'ait lieu, il est déjà repris, capté, fracturé, piégé par les récits des uns ou des autres. Alors moi je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut faire vraiment. Moi je crois que, vous savez, quand vous écoutez comme ça un certain nombre de commentaires, c'est celui-ci, c'est celui-là, c'est ça, etc., etc., eh ben c'est quand même... ça pose question, et je voudrais terminer sur quelque chose qui ne nous concerne pas directement, mais quand même, ce sont les élections législatives en Allemagne. Elles vont avoir lieu le 14 septembre, pardon, pas législatives, excusez-moi, les municipales en Allemagne. Eh bien, le parti de droite AfD, eh bien, 7 candidats à l'AfD sont morts en quelques semaines. C'est quand même intéressant. 7 candidats aux élections municipales du parti allemand AfD, Alternative for Deutschland, sont morts en quelques semaines. Alors, bon, on ne va pas commencer à faire nous aussi des suppositions, mais statistiquement, c'est quand même très étonnant. Mais attendez, on va prendre le temps, on va regarder, on va enquêter, et on va le découvrir. Et on va découvrir quoi ? Eh ben, on va découvrir que c'est les Russes. Bien sûr, ça ne peut être que les Russes. Voilà, on vous a donné les coulisses, on vous donne ce qui se passe, on vous dit ce qui se passe. Et n'oubliez pas, les narratifs, c'est bien, mais la réalité, elle est unique. Le réel, il existe. Et ne vous laissez jamais prendre par les alternatives au réel.